il y a des choses que nous connaissons. Lorsqu'il dit, dans le plan Mouebara, recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de révéler l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Et justement, ces pelotons d'exécution, c'est ce qu'on a vu sur l'affaire, peut-être on va en parler, l'affaire du beach, et ce qu'on a vu dans toutes les régions, notamment sud, en commençant par le Poul, la Bouenda, le Koumou et puis le Niari. Mais bien sûr, c'est pour cela que justement je poursuis. Le plan de Sassou est connu. Parce que imaginez toutes les guerres qu'il y a eu au Congo. Il n'y a eu aucune présence des organisations humanitaires. Aucune présence. Et ça, c'était voulu parce qu'il le dit aussi dans le plan Mouebara. Il le dit à un point. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers. En tout, en plus, il les énumère, 16 charniers dissimulés. Donc, des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et des escortes par nos hommes les plus fidèles devront leur être imposées. Dans le plan Mouebara, il dit même, il précise, interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger. Oui, ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Mais vous savez, quand ça se veut débarrasser de quelqu'un, pour qu'il n'aille pas se reposer, qu'il parle, il élimine, il le fait disparaître. C'est comme ça, c'est sa stratégie. Il n'aime pas les témoins. Il n'aime pas les témoins. Vous avez entendu ce que j'ai dit sur le plan Mouebara. Il précise bien. Donc c'est important. C'est la stratégie de l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Pour une deuxième fois consécutive, nous accueillons sur notre plateau un acteur politique et pas des moindres. Et j'ai cité Maître Maurice Massengo Thiassé qui nous a fait le bonheur d'être à notre antenne la semaine dernière. Alors, pour aujourd'hui, nous rediscutons encore avec Maître Maurice Massengo Thiassé sur la géopolitique et la géostratégie du pouvoir pratiqué par M. Denis Sassou Nguesso et son parti, le PCT. Vous vous souviendrez que lors de notre dernière émission, Maître Maurice Massengo Thiassé s'est présenté. Il a parlé de ce qui fait l'essence même de son engagement autour des droits de l'homme. Autour des droits de l'homme. Où il s'est engagé dans beaucoup d'activités. Il a fait aussi une rétrospective, n'est-ce pas, en plus d'être un connaisseur abouti de l'histoire sociopolitique au Congo-Brazzaville depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Maître Maurice Massengo Thiassé nous a parlé de ses engagements et notamment un point très important dans son parcours, c'est donc la Radio Forum, où évidemment ceux qui le suivent apprennent beaucoup de choses sur le Congo-Brazzaville. Maître Maurice Massengo Thiassé, en gros, nous a fait cette figure de la vie politique au Congo-Brazzaville en disant ceci. Pour une personne qui défend les droits de l'homme, il a constaté qu'il s'agisse des droits au travail, du droit au logement, du droit à la justice, de toutes les sortes de droits, tout était un ensemble à somme nulle. C'est-à-dire que le fonctionnement du Congo-Brazzaville jusqu'à aujourd'hui n'aboutit à rien. Et pourtant, le pays est gouverné. Alors, sans plus tarder, on va donc entamer ce qui fait, n'est-ce pas, le plat du jour. Et avant toute chose, je vais quand même
quelque chose que j'allais faire avant, c'est de remercier Maître Maurice Masego-Thiassé d'avoir encore une fois de plus accepté notre invitation. Merci Maître. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup, mon cher Goma. En tout cas, merci de m'avoir de nouveau invité pour toujours éclairer nos compatriotes et donner également notre point de vue. Parce que il faut se dire que Sassou Nguesso, c'est un monstre à la tête du Congo. Parce que il se sert de la Constitution, parce que la Constitution, il n'a jamais respecté la Constitution. Il faut voir d'abord, cette Constitution, c'est un texte tout juste pour l'extérieur, pour montrer à l'opinion internationale que le Congo est un État normal. Le Congo n'a jamais été un État normal. On peut vous parler justement de ce que j'ai reçu aujourd'hui comme document. Il y a un journal qui dénonce ce que vient de faire Kiki en faisant voter sa maîtresse, qui est une Zaïroise, c'est-à-dire elle est de la RDC, hein, et en plus qui a un statut de réfugié en France, à qui on a donné le passeport diplomatique, et on fait voter, elle n'est pas congolaise. Déjà, son élection aurait pu être dans un pays qui respecte l'état de droit. On aurait pu annuler son élection, puisqu'il y a dirais-je, une personne qui vote en son nom. Il accompagne. Donc, c'est déjà la fraude avérée. Mais vous savez, Sassou viole toujours le principe constitutionnel. Et qu'est-ce que je peux dire? Une fois, maître, que vous avez dit ça, il faut quand même qu'on pose les balises, les fondamentaux, parce que cette émission, nous nous efforçons, n'est-ce pas, d'insuffler une forme de pédagogie chez la population congolaise, une pédagogie populaire, disons-le. On ne va pas envoyer tout le monde à l'université. Mais il y a la possibilité quand même d'insuffler cette pédagogie populaire pour que les gens essaient de comprendre un peu comment est-ce que leur pays est gouverné et quelle est leur place en tant que citoyen, n'est-ce pas, dans cet ensemble-là. Le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, c'est un pouvoir violent, très, très violent. Et je parle à Maître Masego-Thiassé, qui connaît bien le personnage. Et vous l'avez dit, vous l'avez redit. Nous suivons aussi vos émissions sur votre radio. Vous en parlez. Vous balancez des images avec M. Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, le régime, le système est violent. On connaît très bien. Même le système judiciaire, qui est au service d'une tyrannie et de la police politique. C'est ça la violence. À ce qui fonde l'état de droit. L'état de droit, c'est l'état dans lequel tous les citoyens, dirigeants ou pas, sont soumis à la même loi et à la même sanction. Et qu'est-ce que nous voyons? L'exemple que je viens de donner sur le fils Sassou, qui prétend être le dauphin, et il viole les lois. Il est allé signer des accords au Rwanda, à Kigali, pour hypothéquer une partie du territoire national. Ça, on peut dire que le système judiciaire ou bien le système politique, il est démocratique ou bien cohérent. Non. Maître, je veux vous, puisque vous en parlez, parce que vous êtes là aussi, il faut savoir aussi, maître, que vous mettez un point d'honneur aux droits humains. Oui. Les gens vous suivent, maître. Et les gens, vous avez des détracteurs aussi, maître. Et vous écoutez ce que ces détracteurs disent. Et il faut tendre l'oreille là-dessus. Je pense que le travail que vous avez à faire, je vous l'ai dit même hors antenne, c'est évidemment, vous avez la conviction intime que votre démarche est fondée sur les droits humains, alors ils ont besoin des réponses. Est-ce que vous, je vous laisse la parole à ce niveau-là, maître, est-ce que vous connaissez très bien Denis Sassou Nguesso 1, comme on le dit, et avant la démocratie, croyez-vous un seul instant que
le coup de main que vous avez donné à Denis Sassou Nguesso, il pouvait être un démocrate un seul instant. Sassou Nguesso venu au pouvoir après une guerre qui était destructive sur le plan humain, destructive sur le plan matériel, tout ce que l'on sait, pouvait-il être un démocrate? C'est ma question à vous, maître. Oui, vous revenez toujours sur le problème en disant le coup de main que j'ai donné, mais je n'ai pas donné un coup de main. Celui qui a donné le coup de main est connu, c'est Jacques Chirac qui l'a ramené aux affaires. Parce que le seul coup de main qu'on pouvait donner à Sassou, c'est de participer à une élection libre. Hein, faire partie de son comité, soit de soutien ou je ne sais pas quoi, comme on l'a fait avec Mokoko. Mais si entre-temps il a fait un coup d'État, je ne vais pas revenir sur ça. Parce que je vous ai dit, les seuls responsables sont ceux qui étaient à la conférence nationale, qui ne l'ont pas écarté. Le seul responsable, c'est Pascal Lissouba qui s'est lié à lui pendant au deuxième tour. Le seul responsable, c'est Bernard Kolela, qui a fait de lui encore un homme puissant. Donc, tout ça, vous devez le connaître. Donc, ça ne sert pas de revenir sur quelqu'un qui n'a pas joué un rôle comme si j'étais chef d'une Non, ça dépasse là. Vous n'êtes pas visé seul en tant que tel. C'est tout simplement en partant. Quand je parle des fondamentaux, je l'ai dit dernièrement que nous tous, certainement, nous sommes responsables quelque part. Mais quand je parle des fondamentaux, que ça soit... Parce que le régime en place, ça fait 25 ans qu'ils sont revenus là. Hein? Ils ont posé des actes. Ils ont l'impression que... Non, pas une impression, mais nous, on n'oublie pas cette histoire-là. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Qu'est-ce qui encourage Sassou? Si tous ces cadres-là, voyons les cadres, que ce soit du Pour ou des pays du Niari, ou même du Nord, mais ils sont nombreux. Quand vous voyez les magistrats, en dehors de Bailly qui a été efficace, d'ailleurs il en est mort, parce qu'aujourd'hui il faut le considérer comme un martyr. Hein? Voilà. Il faut le considérer comme un martyr, parce que si on ne l'avait pas éjecté de cette façon-là, il n'allait peut-être pas trouver la mort maintenant. C'est un jeune. Vous comprenez? Et ça, oui, il faut absolument. Mais vous avez des gens qui sont là, qui ne disent absolument rien. Moi, je vois par exemple une dame pourtant valable, comme Kumba Hélène, qui est magistrat. Elle est à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas la Cour suprême qui valide un certain nombre de choses que Sassou fait, qui proteste. Donc, je pense que c'est le présent, ce présent-là, il faut sensibiliser les gens à partir de ce présent en disant il y a une duperie. Il y a une duperie. Hein? On est d'accord, maître. Nous sommes d'accord, mais ce présent-là n'est éclairé que par le passé aussi. Mais on ne va pas repartir toujours dans le passé. Nous l'avons dit que notre émission aujourd'hui, c'est de regarder quel est l'état de la politique de M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, maître. Dans le Sud, les gens qui soutiennent, les gens qui sont plus, qui sont au devant, qui soutiennent le régime de M. Denis Sassou Nguesso, quand on regarde, on n'a même pas besoin d'une loupe pour voir que ceux qui sont au devant, c'est les gens du Sud également. C'est les gens du Sud. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'aujourd'hui, à la conférence nationale, on avait dénoncé certaines violations des droits de l'homme, des violations de la Constitution, violations des principes démocratiques, mais aujourd'hui, nous assistons au retour des vieux, comme on dit, des chevaux retors de la République. Et ces chevaux retors, vous savez bien, ils ne respectent pas les principes, ils n'appliquent pas les droits de l'homme, ils n'instaurent pas une véritable démocratie pluraliste. Bon, capable de favoriser justement cette alternance politique qui devait venir à partir des élections démocratiques. Aujourd'hui, le vote qu'il y a eu, peut-être on va revenir sur ça, le vote qu'il y a eu des élections, pour moi, ce sont des élections tout juste pour montrer à l'opinion publique que voilà, il y a des élections régulières et transparentes. Mais les élections ne sont pas transparentes. Elles sont peut-être régulières à sa manière, parce que Sassou n'a jamais perdu une élection qu'il a organisée. Ça, c'est connu. Donc, on constate. Oui.
Oui, C'est donc, ça, mais c'est bien. Mais, maître, vous me permettrez de mentionner ceci, que notre émission, il y a une forme d'interaction aussi. Hein? Notre émission de la dernière fois n'est pas passée inaperçue. Vous l'avez compris à votre niveau également. Il y a eu, n'est-ce pas, de retour là-dessus. De mon côté également. Beaucoup de réactions, surtout ceux qui sont à Brazzaville, il y a eu beaucoup de réactions. Voilà, c'est ça. C'est pour dire que, bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Il faut continuer. Non, mais c'est une continuité. Je veux simplement dire que dans ces réactions, ben moi, j'en ai eu pas mal aussi. Je m'en voudrais ne pas le dire, puisque j'ai échangé, par exemple, avec le professeur Bakunda Mpele, qui a été très, très content de suivre notre émission et qui m'a prié quand même de dire que non, ben écoutez, dans cette affaire-là, on connaît le responsable. L'orgue, c'est M. Denis Sassou Nguesso, dans la manière dont il est venu au pouvoir. Et puis aussi qu'on a fait du tort, on aura fait du tort à une personne qui a tant aimé le Congo. Et vous savez de qui je veux parler. Alors, on va avancer, maître, on va avancer. Alors, maître, avec la connaissance que vous avez, une fois de plus, je le dis, je dirais même, c'est pas vous flatter, que vous avez une connaissance encyclopédique de la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville. Nous échangeons avec vous depuis un certain temps, en antenne bien évidemment. Vous êtes à vous seul toute une bibliothèque et eu un archiviste de haut vol avec des documents qui remontent à même au-delà de 1960 et toute la période 1960 jusqu'à maintenant. Je pense quand même que c'est quelque chose de très important pour ne pas le mentionner. Alors, maître, de quoi est fait le régime de M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui? Comment est-il organisé? Qu'est-ce qui explique un peu ce semblant, cette apparente stabilité que l'on voit aujourd'hui? Un régime qui a tout, qui est disqualifié au fond, puisqu'il ne réussissent absolument rien du tout, avec un pays qui a procuré beaucoup d'argent au Congo. Et je vais m'arrêter par là. Je vais simplement évoquer le président de la Côte d'Ivoire, dont l'avion d'ailleurs a été bloqué à Brazzaville, le président de la Côte d'Ivoire qui a dit, mais on pourra donner, n'est-ce pas, tout l'argent du monde au Congo-Brazzaville, ils n'en feront rien, ils s'en sortiront pas. Et c'est Ouattara qui le dit. Alors, je voulais vous poser cette question. De quoi est fait le régime de M. Denis Sassou Nguesso et qu'est-ce qui justifie cette apparente stabilité? Mais cette apparente stabilité, c'est dû au fait que c'est la tricherie. Quelqu'un qui vole, qui triche, qui manipule tout le monde, qui corrompt tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec l'argent du pays. Si le Congo n'avait pas suffisamment de ressources, n'avait pas suffisamment de moyens, je pense qu'il n'allait pas rester longtemps au pouvoir. C'est parce qu'il achète des consciences. Hein? Ça, c'est le problème le plus important. Il s'achète des voix, des personnalités à travers le monde pour appauvrir la population congolaise. C'est ça qui fait qu'il est stable. Parce que les autres, les corrompus, ils sont à l'extérieur. Toutes les loges maçonniques qui soutiennent, ils vont. Vous voyez comment les gens se précipitent pour aller à Brazzaville récupérer l'argent? Parce qu'on le sait, c'est l'argent du Congo. Moi, je me souviens bien lorsque, pendant la campagne, Moukoko avait dit, avec le peu de moyens que nous pouvons disposer, même la moitié du budget actuel, on peut faire des choses. Parce que, imaginez, vous l'avez bien dit, moi j'étais au Parlement de transition, le budget n'était pas celui d'aujourd'hui. J'étais également à la Commission nationale des droits de l'homme, le budget était très fort. Et moi, je vous le dis, nous, en tant qu'institution, on n'avait même pas 1 milliard de budget. On avait à peine 600 millions. 600 millions, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Alors qu'il y avait des institutions qui avaient pratiquement le triple, quadruple du budget qu'on avait. Pour une structure qui a 45 membres et qui doit mener des enquêtes, qui doit faire le travail des droits de l'homme, ça ne l'intéresse pas. Ça ne s'intéresse pas à ce qui peut faire avancer la démocratie. Ça ne s'intéresse pas à ce qui peut faire développer le pays. Ça ne s'intéresse pas à la vie des citoyens. Il ne s'intéresse pas. Il vit dans le luxure, comme vous le savez. Et ça, l'étranger qui vient, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une sénatrice
française. Française, oui, oui, tout à fait. Qui a dit n'importe quoi. Mais cette femme-là pouvait être poursuivie. Si on était organisé, c'était la première des choses. Vous la poursuivez. Parce que moi, je le dis, et je le dis solennellement, tous les dirigeants français qui ont favorisé cette misère du peuple seront un jour entendus comme témoins. Ils seront traînés. Et ça, on a des moyens juridiques de le faire. Parce qu'il y a des dispositions, des instruments internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme que je défends parce que nous avons un comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que je préside. Et donc, les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme stipulent aucun peuple ne peut être privé de ses ressources. En aucun cas. Cas de spoliation, le peuple a le droit de récupérer les fonds spoliés ou les biens spoliés. Et ça, nous avons la complicité justement de ces dirigeants occidentaux qui ont favorisé justement cette spoliation. Mais ils seront poursuivis. Ils seront cités comme témoins. Mais c'est tout à fait normal. Ça, ce sont les objectifs. Il faut que les autres le sachent. Parce qu'aujourd'hui, que Sassou vous présente l'organisation des élections libres, soit disant démocratiques, tout ça, ça a toujours été au centre du débat congolais. Pourquoi à chaque fois, avant une élection au Congo, il organise un dialogue? Vous avez vu l'aberration qu'il y a eu? Il a mis dans la Constitution un comité, je crois un conseil de dialogue ou un comité de dialogue, je ne sais pas comment il a intitulé ça. Et ça n'a pas de sens. Et Emery Martin, qui en est peut-être le secrétaire général, il ne joue pas son rôle. Depuis bientôt 6 ans, hein, parce que c'est depuis 2015 qu'on a mis en place, qu'on a établi ce comité de dialogue. Mais pourquoi il exige le dialogue avec les partis politiques? On aurait pu appliquer carrément la Maître, je veux rebondir. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est l'existence d'un arsenal juridique, d'un ensemble de dispositions juridiques qui pourraient évidemment permettre aux Congolais de venir à bout d'un système qui est autoritaire, qui est dictatorial. Et là, j'allais parler de cette aporie-là, cette contradiction fondamentale entre la démocratie et la dictature. Et c'est ça qui semble être articulé, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso. Mais de cet arsenal, je vais rajouter quand même l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen également, sur l'oppression que peut vivre un peuple et, n'est-ce pas, la possibilité qu'on donne à ce peuple de se soulever. C'est un droit fondamental quand un peuple s'estime opprimé, oppressé par un système dictatorial, n'est-ce pas? Le soulèvement populaire devient le plus grand des droits de ce peuple-là. Donc, il y a ça qui existe. Alors, ma question à vous, mais depuis que vous travaillez là-dedans, pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas? Pourquoi est-ce que les citoyens n'en font pas usage? Pourquoi, évidemment, quand nous en parlons, le régime rigole sur notre tranche? Mais vous savez, justement, vous avez bien fait de poser cette question. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, c'était même l'objectif de Radio Forum que vous suivez constamment. Parce que nous nous appuyons sur le préalable de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le préalable, quand je dis le préalable, donc dans le préambule, il y a le troisième considérant qui dit qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés, que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie. Mais c'est bien dit, la révolte contre la tyrannie, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais toi, tu prends la violence. Mais justement, dans les droits de l'homme, il y a la violence. Et cette violence de la population, du peuple, qui veut obtenir, qui veut que ses droits soient appliqués. Vous comprenez? C'est ça qui est à l'origine des révolutions. Et nous avons fait campagne pour ça. On ne décrète pas une révolution, on ne la décrète pas. On ne la décrète pas, non. Parce que c'est ce que je disais, que moi, je suis opposé à ceux, d'ailleurs, je les ai dénoncés, à ceux qui ont empêché la population
en septembre 2015 d'aller prendre le palais. Les gars qui étaient au boulevard étaient décidés à prendre le palais. Vous voulez parler, disons les choses clairement, puisqu'il faut nommer, vous parlez, ben, ils étaient nombreux, hein? Toute opposition était là. J'ai la vidéo, tous ceux qui passaient à la tribune, on dit Toyokani, tout ça, ils sont nombreux. Le modérateur qui était Kim Foussia, c'est lui le premier qui avait dit, nous sommes venus, nous devons repartir. Mais parce que ça bouillonnait, la population était venue là pour aller déloger ça. Parce que Sassou avait déclaré qu'il y aura un référendum. Mais la population n'était pas d'accord. Vous comprenez? Et entre-temps, Sassou a bricolé cette constitution qu'il a présentée. Cette constitution n'a pas été discutée à la base. Il y a eu une complicité des partis politiques, pour ne pas dire des hommes politiques, qui en 2015 ont raté le coche. La population voulait en découdre avec Sassou Nguesso. Hein? Et je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu ce problème de la population. Il y a eu plus de 400 ou 500 000 manifestants qui ont accompagné les hommes politiques au boulevard. C'était le 27 septembre 2015. Et moi, j'ai des images. Donc, le forum... Mais là, maître pour rebondir là-dessus, bon, vous l'avez dit vous-même aussi, tout le monde le comprend, on s'est fait, excusez-moi l'expression, on s'est fait tromper par, j'allais utiliser un autre mot, mais on s'est fait tromper par Denis Sassou Nguesso chaque fois, parce que les personnes qui étaient au boulevard des armées, boulevard, ça s'appelle plus le boulevard des armées, hein, ça devient... Alfred Raoul. Alfred Raoul, tout à fait. Bon, l'intention, c'est toujours, on se trompe toujours, hein, parce que les gens voulaient faire la démonstration de force pour pousser M. Denis Sassou Nguesso à entendre raison. Mais quand on va sur ce point-là, connaissant ce monsieur, il faut accepter le tort que vous avez. Je suis d'accord avec vous que, mais si ces gens-là s'étaient lancés contre les institutions de la République à cette époque-là, M. Denis Sassou Nguesso serait mis hors d'état de nuire. Vous voyez, quand on dit, mais écoutez, repartez chez vous, ne brisez rien, c'est bon enfant, ça. C'est-à-dire que, ben, écoute, si M. Sassou Nguesso était un peu, avait un peu de la conscience en bonne place, il aurait compris que non, mais on ne peut pas continuer comme ça. À moins que je me trompe. Oui, mais ça dit qu'il faut se dire une chose, c'est que le méga meeting du 27 septembre 2015, Sassou ne s'attendait pas à ce nombre. Il avait commencé à plier les bagages. Les gars de renseignement qui étaient là, justement, on a empêché certains gars des quartiers nord de descendre au boulevard. Parce que la masse qui était là, je vous dis, hein, pratiquement les 3/4 ou les 4/5, ce sont des gars de la partie sud. C'est-à-dire, vous voyez, Bakongo, Makelekele, Diata, tout ça là, c'est eux qui étaient là en nombre. Donc, la ville, pratiquement, la population est transportée au boulevard. Une marée humaine. J'ai des images encore en tête. Et j'ai le discours parce que le forum avait filmé tout le meeting, du début jusqu'à la fin. Donc, on émettait. Hein? On avait envoyé les reportages. Une fois qu'on a fait ce constat-là, et ça renforce le fait que M. Denis Sassou Nguesso sait très bien que les Congolais n'en veulent plus, ne veulent plus de lui. Il est conscient. C'est-à-dire que c'est un homme, je peux dire même, je ne sais pas si sa tête fonctionne. Je ne peux pas dire que sa tête fonctionne parce qu'il est conscient du fait que pourquoi il a amené, si tu veux, une partie de la capitale à Oyo. Vous pensez que quelqu'un qui est dans l'illégalité, mais le président va les régulier et à Brazzaville. Parce que ce qu'on nous montre quand il reçoit les dirigeants extérieurs à Oyo, comme faisait Mobutu à Guadeloupe, c'est illégal. C'est illégal, il faut le dire d'abord, c'est illégal.
Mais oui, parce que les Congolais ne perçoivent pas ça comme ça. Il est là-bas en privé. Il n'y a pas un texte qui notifie que voilà, le deuxième palais présidentiel se trouve à Oyo. Il n'y a pas de texte. Donc, pour nous, c'est un palais privé. Et s'il a construit cette maison-là, hein, ce bâtiment avec l'argent public, il doit justement justifier. Et pourquoi il l'a fait? Et c'est pour cela que nous disons, Sassou est en train de construire un autre État, l'État Mboshi. Il faut le dire. Nous sommes sur cette démarche. J'ai fait une vidéo en vous montrant les symboles de la République. Oui, oui, absolument. C'est pas croyable. Donc, à partir de ce moment, il est en train de dérouler en fait, son jeu. Vous savez, je veux m'attaquer à Tsati Mabiala. Mais avant que vous vous attaquiez à Tsati Mabiala, parce qu'on va, comme vous l'avez proposé la dernière fois, à bâton rompu comme ça, il y a quand même des choses que vous dites qui sont des unités de sens qu'il faudra bien appuyer là-dessus. Vous voyez très bien que dans la perspective de M. Denis Sassou Nguesso, c'est du jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que malgré la lecture qu'il peut faire de la réalité sociopolitique au Congo-Brazzaville, il y a comme une idée dans sa tête de ce jusqu'au boutisme, jusqu'à au-delà de sa propre existence, parce que quand il pense que son fils peut le remplacer à cette place-là, est-ce qu'il veut protéger toutes les choses qui ont symboliquement d'importance autour de lui? Je pense que hier ou aujourd'hui, il était allé visiter, n'est-ce pas, les cimetières des personnes qui ont du sens pour lui. Alors, vous avez évoqué Guadolité. Est-ce que M. Sassou Nguesso croit qu'un jour, il disparaîtra comme les autres, comme nous tous d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'il pense de ce que sera le Congo d'après, même s'il met son fils là-dessus? Est-ce que des lieux symboliques comme les cimetières où il va vénérer ses parents et tout cela vont échapper au sort de Guadolité? Je ne pense pas, mais Sassou, pour vous qui ne le connaissez pas, c'est un homme peureux. C'est un homme peureux, il faut le savoir. Sassou, c'est un homme peureux. Je le démontre d'abord par le fait que Sassou ne s'est jamais déplacé sans les chars. Moi, je le connais. Même son entourage, Sassou, c'est un homme peureux. Il est très peureux. Sassou, regardez même quand il est avec des gens, comment il regarde. Toujours le regard, il n'est pas sûr. Vous savez, tu as tué des gens ou tu as escroqué des gens, tu es violent avec des gens, mais il se dit, moi aussi, je peux être victime de cette violence. C'est un homme peureux. Comment il se déplace la nuit? La nuit, Sassou se déplace à partir de 1h, 2h. Il rentre peut-être vers 3h, 4h pour dormir et se réveiller à 9h. Hein? Et c'est quelqu'un qui est peureux. Il ne s'est jamais déplacé simplement comme le faisait Marien Gouabi ou comme le faisaient d'autres présidents. Il ne peut pas. Bon, le bain de foule qu'il fait, c'est à Oyo, où il distribue l'argent à ses partisans qui sont là, les groupes folkloriques. Mais à Brazzaville, il ne peut pas prendre un bain de foule, comme on dit. Mais comment il arrive toujours à détacher son destin du destin de sa progéniture ou des gens autour de lui quand même? Parce qu'à un certain moment, parfois, je me prends à cette utopie de penser que non, mais écoutez, un monsieur parvenu à cet âge-là, c'est peut-être le temps de faire le compte de son passif et essayer j'entends les gens dire, mais quel naïf, d'accord, mais je le dis quand même, que pour ses enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, il serait peut-être temps qu'il entende raison, non? De se dire que, mais après moi, il y aura les enfants, ils ont beau être très riches, ils ont beau aller vivre à l'extérieur, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe là. Mais moi, je ne connais pas, je ne connais pas, non, je ne connais pas. Vous savez, Sassou pouvait être un cas d'étude. Hein? C'est un cas d'étude. Il souffre d'une pathologie, peut-être qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il faut se dire une chose. Comme disait, pour une fois, je vais citer Bernard Kouléa, qui disait toujours que les hommes les plus dangereux sont ceux qui veulent faire de la démocratie, de la liste, l'art de la violence. Oui, c'est ça. Parce que lui, c'est la violence sur tous les plans.
comprenez? L'intimidation. Dans la situation du Congo aujourd'hui, il n'y a que deux postures. Hein? Il n'y a que deux postures. Connaissant le système tyrannique tel qu'il fonctionne, ou on est avec le système, ou on est de l'autre côté. C'est-à-dire ce que vous avez mentionné lors de la dernière fois, tous les droits qui sont bafoués, et les Congolais le vivent viscéralement aussi. L'absence des salaires, vous l'avez dit, les étudiants n'ont pas leur bourse, les retraités n'ont pas leur pension, et maintenant on leur demande de travailler jusqu'à 70 ans. Eh bien, l'espérance de vie des Congolais, c'est quoi l'espérance de vie des Congolais? Donc, c'est une façon d'envoyer les Congolais à la mort sans avoir à les payer leur retraite. Ils pensent qu'on n'a pas compris un peu cette manipulation-là. Donc, fondamentalement, soit on accepte d'être avec Denis Sassou Nguesso qui, donc le but n'est que la destruction du Congo. Il sait que les Congolais ne l'aiment pas et il veut montrer aux Congolais que moi, je ne vous aime pas non plus. Et voilà, je vous fais souffrir de cette manière-là. Ou on est de l'autre côté, où on comprend évidemment qu'il faut que les Congolais se reprennent en main, qu'ils se reprennent en main, et pour éradiquer le système qui est en place aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas à être au milieu. Hein? Le juste milieu n'existe pas. Non, absolument pas. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que d'abord, de un, il faut comprendre que Sassou, c'est le troublion, le fauteur de troubles. C'est lui, il parle d'une paix, mais il n'y a pas de paix. Hein? Il n'y a pas de paix au Congo. Moi, j'insiste. Hein? C'est la paix par l'intimidation, par la faim, par la répression, par une justice pratiquement injuste. Et aujourd'hui, la justice qui est rendue au nom du tyran, bon, et puis il faut exiger que l'armée soit au pouvoir, pour ne pas dire au pouvoir des civils, c'est-à-dire que la force publique soit dépolitisée, comme on dit, la politique. L'armée doit être hors de la politique et la politique hors de l'armée. Et ça, nous devons l'exiger. C'est ça qui fait que quand Sassou, il élabore son plan Mouebara, que moi j'ai rendu public parce que ce plan Mouebara, ce texte m'a été donné par feu Yves Moutando. Je vous explique le contexte dans lequel il me l'a donné. Moutando est chef d'état-major général. Je n'ai jamais dit, il est chef d'état-major général. Il est écarté. C'est le moment où nous également aussi, on cesse nos activités, pour ne pas dire nos fonctions de parlementaire. Et lui, il cesse ses fonctions de chef d'état-major général. On se retrouve, lui, il est conseiller du président, au cabinet du président, conseiller. Et moi, donc, je venais de récupérer le décret qui mettait en place la Commission nationale des droits de l'homme. Plutôt les membres de la commission. Je le rencontre, il était déjà au courant, il m'appelle dans son bureau, on discute. Il a fait sortir les collaborateurs qu'il y avait. C'est un réduit. Hein. Vraiment, j'ai eu pitié de lui. Parce que quand il était chef d'état-major général, je suis allé le voir 2 fois. À l'état-major, il avait un grand bureau. Et quelqu'un que vous rabaissez, vous mettez dans un réduit, mais c'était normal que ce révolte. Après un jour, il me dit, écoute, viens me voir, je vais te montrer quelque chose, mais il faudrait que tu le gardes jusqu'à... Hein? Et c'est pour cela que moi, quand il m'a donné ce truc, j'ai gardé. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup d'éléments. Hein? On se confie à moi. Je vous ai servi de l'archiviste, de l'archivisme, là. Hein, donc, quand il m'a donné ça, j'ai trouvé ça... Non, d'abord, ça m'a révolté. Parce que quand vous voyez le plan Mouebara, quand on parle du plan, le texte signé du président 7 janvier 2000, je n'ai pas plu. Je suis reparti voir Moutando. J'ai dit, est-ce que vraiment, ça c'est sa signature? J'ai dit, cet exemplaire-là, je pense qu'il n'y a eu que 2 ou 3 exemplaires, parce que ce n'était pas un truc à dire. Je te le fais tenir parce que je connais ton courage. Je sais, bon, nous, dans notre milieu, on parle souvent de toi, on sait ce que tu es capable de faire pour aider les Congolais. Alors, donc, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça et je l'ai distribué. Je l'ai d'abord envoyé
chez Ntoumi. Je n'avais pas au départ des rapports avec Ntoumi. Mhm. Donc, vous voyez, et lorsque Buissama Toko arrive là-bas, Mhm. il trouve ce document. Et il a pris connaissance de ce document sur place. Vous comprenez? Oui, oui, je suis. Oui. Un gars à qui j'ai confié le document, en fait, avec lequel je discute ce document, j'en discute avec Feu Patrick Nzouala, qui était procureur. J'ai dit, mais regarde-moi le document. Il a dit, ah, mais c'est dangereux ça, tout ça. On a discuté parce que Nzouala, c'était un pote. Hein? On se fréquentait parce que lorsque j'avais pris... Oui, maître, vous avez parlé du plan Moïbara, et ce plan, de toutes les façons, les Congolais ont aussi entendu parler de ce plan, et je pense qu'il y a aussi d'autres plans comme Colombe 1 ou Colombe 2, mais revenons au plan Moïbara dont vous parlez là. De quoi s'agit-il en réalité, pour éclairer un peu la lanterne des gens qui nous écoutent? Oui, mais je vais vous parler du plan Moïbara, je vais vous parler aussi du plan Colombe 1 ou Colombe 2, mais le plan Moïbara, en fait, c'est une lettre du cabinet privé de Sassou Nguesso qui date du 7 janvier 2000. À 2000, donc peu de temps après la guerre de 97, 3 ans après, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'après la guerre de 97, qui a eu son prolongement en 98. Oui, c'est ça. Très meurtrier. Voilà. Donc, et ce courrier, en fait, était limité aux membres de son comité mixte d'action spéciale. Et d'ailleurs, ce comité mixte d'action spéciale, il le calque sur ce que, justement, quand je dis ce que Pascal Lissouba avait fait comme erreur en créant le comité spécial des pays du Niari. Parce que vous savez, il y avait ce genre de truc comme ça là. Comité spécial des pays du Niari, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler, moi. Ensuite, il y avait un document sur ça, c'est-à-dire qui regroupait l'état-major des éléments de la force publique, mais issus des pays du Niari. Et ce document-là, c'est ce qu'on appelle le livre blanc. Donc, guerre civile au Congo-Brazzaville, 1993, 1994, 15 juin, 5 juin, 15 octobre 1997. Maintenant, c'est là nous voyons tous ces textes qui ont été mis en place. C'est pour ça que je vous ai dit, soyons sérieux, lorsqu'on ne connaît pas la portée des... Parce qu'il y a eu des erreurs. Sassou avait infiltré Lissouba. Donc, il a fait faire des erreurs. Pourquoi une armée régulière qui était organisée pouvait-elle fuir devant une milice, même s'il y avait des mercenaires étrangers qui venaient? Ils auraient pu beaucoup résister. Donc, je disais ceci, que le plan Moïbara, c'était la volonté de Sassou, justement, de changer non seulement la démographie du Congo, mais également de pérenniser son pouvoir. Parce qu'en résumé, ce qu'on peut dire, parce qu'il dit que pour lui, il fallait que le pays soit toujours dans un état de guerre. Dans un état de guerre, c'est-à-dire qu'il allait favoriser l'extermination progressive de certaines populations, et notamment les populations du Sud, et qui sont hostiles à son pouvoir, qui sont hostiles, si tu veux, à son plan, qui sont hostiles à sa stratégie. C'est ça. Donc, il fallait une répression tout à fait continuelle. Donc, pour éviter toute velléité de cette population qu'il n'accepte pas. Sassou est conscient que par les élections, il ne peut pas passer parce qu'il est impopulaire. Sassou, la population ne l'aime pas. S'il y a une véritable élection, Sassou n'aura même pas 3%. Même les 8% là qu'il a eu dernièrement, quand on dit 8%, en fait, 8%, c'est peut-être moins. Sassou inverse toujours les données. Donc, lui, en poursuivant le plan Moïbara, comme il le dit, il avait un objectif, c'est de dépeupler la partie sud. Mais pour quel intérêt
Il voulait atteindre, dépeupler la partie sud pour jouer le vrai jeu démocratique et dire que voilà, ben écoute, les gens, les Congolais du Nord sont plus nombreux pour m'élire. Est-ce que c'est une idée comme ça là qu'il avait en tête? Mais la preuve est donnée par ces dernières élections, ces derniers temps, où la partie nord est devenue plus peuplée que la partie sud. Mais c'est ça justement, parce qu'il s'est dit, il faut dépeupler. Dépeupler parce que l'objectif au départ pour lui, pour égaliser, il fallait au moins plus de 430 000 personnes issues du sud du pays, hein, éliminées, et pour égaliser, pour avoir... Non, mais quand on fait un calcul arithmétique, 450 000 personnes, comme vous le dites, le compte est encore très loin là. On est 5 millions. Si sur 5 millions, il y a 20 à 25 ou 30% au nord et 70% au sud, ce n'est pas 450 000 qui va pousser sa soie. Pensez vraiment qu'il va pouvoir égaliser. C'est ce qui était écrit sur son plan. Parce que je n'invente pas le chiffre. Non, mais ce n'est pas vous, mais c'est simplement, je voulais bien comprendre la logique de M. Denis à aborder sur des sornettes comme ça. Lorsqu'il dit, je vous le lis, poursuivre l'opération Mouebara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parachever impérativement le... C'est quoi ces accords de Brazzaville et de Pointe-Noire? Mais oui, mais après la guerre de 97, il y a eu des accords. Ok. Il y a eu des accords, justement. Et ces fameux accords, d'ailleurs, qui ont fait tuer un de mes collègues du lycée, le colonel Bibalou du Congo, vous connaissez, à Pointe-Noire, qui a été tué sauvagement, alors qu'il est allé signer les accords, parce que c'est lui qui était considéré comme l'élément de l'autre partie de l'Ixudis. Il était à Dolisie, ils sortent de la forêt et tout. Ils ont signé les accords, mais après, on a tiré sur lui. Quand il est reparti, en fait, il devait repartir pour annoncer aux autres les accords afin qu'ils sortent des lieux de cachette où ils étaient. Moi, j'ai un ami, Pelé, par exemple, qui a eu la vie sauve parce que, bon, c'est aussi, nous avons une tradition, mais lui, il a été protégé par la population. Sinon, il aurait pu être livré. Donc, j'en parle parce qu'aujourd'hui, il est à l'étranger. OK. Mais il y a des choses que nous connaissons. Lorsqu'il dit, dans le plan Mouebara, recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de révéler l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Et justement, ces pelotons d'exécution, c'est ce qu'on a vu sur l'affaire, peut-être on va en parler, l'affaire du Beach, et ce qu'on a vu dans toutes les régions, notamment sud, en commençant par le Poul, la Bouenda, le Koumou et puis le Niari. On a vu, et pour avoir la suite dans les idées, maître, quand vous dites ce que vous avez lu là, ça corrobore aussi avec ce qu'a dit l'une des autorités politiques du régime en place, qui disait, tout le monde l'a entendu dire, qu'on a tué dans le Poul, on a tué dans le sud, je n'en sais rien, le ciel n'est pas tombé. Hein? Donc, quand on parle des charniers et tout cela, il sait bien ce qu'il était en train de dire là. C'est une responsabilité historique aussi qui est établie là. Mais bien sûr, c'est pour cela que justement je poursuis. Parce que le plan de Sassou est connu. Parce que imaginez toutes les guerres qu'il y a eu au Congo. Il n'y a eu aucune présence des organisations humanitaires. Aucune présence. Et ça, c'était voulu parce qu'il le dit aussi dans le plan Mouebara. Il le dit à un point. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombe sur aucun des 16 charniers. En tout, en plus, il les énumère, 16 charniers dissimulés. Donc, des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et des escortes par nos hommes les plus fidèles devront leur être imposées. Bon, là, le plan Mouebara, c'est 2000. Là.
Donc déjà, tout ce travail-là, c'est 2000. Et maintenant, quand on avance à 2015 et tout ce qui s'est passé, la guerre du Poul, là où on a enfermé toute une région pendant près de 3 ans, à bombarder à l'arme lourde, là, il y a eu encore beaucoup plus de grabuge, là, non? Mais c'est pour cela justement que je m'évertuais. Et on a voulu me rendre inaudible en inventant l'affaire des matouanistes. Mais c'est ça le problème. Vous n'avez pas compris cela. Lorsque je suis à Brazzaville en train de fuir, de quitter le Congo, je traverse le Poul. Les premières victimes, c'est moi qui les vois, les premiers bombardements. Et j'en parle. Les gens disent, oh, c'est là. Oh, c'est n'importe quoi, pas de mort. Les bombardements, vous étiez au courant parce que RFI en a parlé. Je suis rentré en direct avec RFI en expliquant que moi, j'ai vu 7 corps. Comprenez? Je vois et je fous. Hein? Donc, je connais. Ne pensez pas que ce que je dis est inventé, non. Ce sont les documents. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut savoir reconnaître ce qui est fait, ce qui est dit et ce qui est inventé. On n'invente rien. On apporte des documents. Je vous ai dit, moi, je vous lis le plan Mwebara. Et le plan Mwebara expliqué dans mon ouvrage, même si je le mets en facsimilé. Et par rapport à ce qui s'est fait, ça se déroule. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir, d'ailleurs, quand j'ai annoncé en 2018 que Sassou était en train de construire un grand palais. Et personne, j'avais même monté. J'étais aux États-Unis et justement, la construction de ce palais à Oyo découle également de son plan Mwebara. Parce qu'après tout, c'est une façon de ramener toutes les activités politiques, administratives et même économiques dans cette partie du pays. Parce que, comme je l'ai dit, Oyo, c'est un petit poste de contrôle administratif. Moi, je me souviens, c'est parce que parfois, on n'a pas de flair, on ne fait pas attention. Moi, je me souviens, en 2000, la dernière fois, j'étais chez Sassou, on était, parce qu'une fois, il m'a reçu, il m'a fait tourner partout. C'est quelles années, là, maître? C'est quelle année qu'il t'a reçu chez lui? À peu près. Non, mais il m'avait reçu en 2000. D'abord, la première fois, c'était en 1994. Okay. Maintenant, quand je suis sorti du Parlement, avant qu'on mette en place la commission, il m'avait fait venir et c'est le Gérard, comment on appelle, Gérard Bitindou qui va m'accompagner et j'étais avec le vieux Senso Joseph. Et après, on a tourné, on m'a monté tous les coins, le port-front qu'il voulait créer à Oyo, au bord de la Lima. Et puis, donc, tout ce qu'il fait, il avait déjà annoncé. Et moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est-à-dire, au fond de moi, je commençais déjà à me poser des questions. Je vous fais une confidence. J'ai un domaine Mayaga. Alors, j'avais dit, la première fois que je demande de l'aide à ça, bon, vous avez l'élevage et tout ça là. Moi, je voulais également me lancer dans l'agro-pastoral. Mais je n'ai pas de moyens. Il me dit, fais un devis. Je vous assure, j'ai fait un devis. Il ne m'a jamais aidé, même pas un franc. J'ai fait un devis et c'est arrivé. Et après, il m'appelle seulement, il me dit, écoute, prends contact avec mon frère Maurice. Maurice qui? Maurice Nguesso. Ah, Maurice Nguesso. Et Maurice Nguesso me dit, oui, écoute, on t'a donné un terrain ici, donc on va entreprendre des choses d'abord ici avant de les faire chez. Ah bon? C'est un terrain à Oyo et qu'il fallait que tu fasses ton projet à Oyo avant que tu ne... Tu vois, tu comprends. Mais c'est comme ça qu'il arrive à avoir des gens. Si moi j'étais quelqu'un de faible, j'aurais pu accepter. Puisqu'on donne un terrain, tu fais ça. C'est pas ça. Moi j'ai un terrain, je vous demande des masses. Je préfère réaliser mon terrain, mon projet sur mon terrain à Brazzaville. Et c'est pourquoi Oyo se développe. Parce que la plupart des dirigeants, ils ont un lopin de terre là-bas, ils construisent, ils bâtissent.
Et c'est la faiblesse. Moi, je l'ai compris parce que moi, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Mais comme je lui avais donné mon projet, ils ont bricolé, ils ont fait quelque chose, c'est leur problème. Et je suis quelqu'un de droit, de carré, je ne peux pas être manipulé par quelqu'un. Depuis ma naissance, on ne m'a jamais manipulé. Jamais. Donc, on voit bien cette dimension de la chose aussi dans l'approche de M. Denis Sassou Nguesso, tous les projets qui doivent être réalisés, même si dans le cadre purement caritatif, il faut le faire à Oyo ou autour d'Oyo. Mais alors, je vous donne un autre exemple. Il y a eu un appareil de dialyse qui est arrivé à Brazzaville. C'était un don. Cet appareil, on l'avait transféré à Oyo. Ah c'est bon? Pas à Brazzaville. Et oui, c'est un don qui avait été donné. Transféré à Oyo alors que Oyo a beaucoup d'argent et est incapable d'acheter un appareil. Non, mais c'est pour dire que ça c'est quand même drôle, ça. Quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères de Russie vient, peut-être il a promis aussi des dons pour Oyo et ça va venir à Oyo. Parce qu'Oyo, aujourd'hui, il faut se dire que c'est devenu pratiquement la deuxième capitale du Congo. C'est parce que il aura peut-être le temps de le dire que voilà, c'est une capitale. Vous avez vu les images dernièrement de ce voleur Kiki Angwalima qui a posé la première pierre d'une université libre du Maroc. Je pense que vous avez vu passer ces images. À Oyo, c'est ça? Ben oui, bien sûr, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez fouiller, vous pouvez regarder. Ça peine 3 ou 4 jours. Hein? Les images circulent dans les réseaux sociaux. Mais c'est pour vous dire que le plan Mwebara rentre également dans ce cadre, parce qu'aujourd'hui, quand Sassou, dans le plan Mwebara, il dit même, il précise, interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger. Ah Où ouais. ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Et c'est pour cela que moi, la première victime, c'était moi. Moi, on m'a empêché de sortir. Je pense qu'une fois, vous l'avez suivi, on m'avait empêché. Alors que j'avais déjà le poison dans le corps. Je devais repartir. Je devais partir à l'étranger, notamment en Europe, pour me faire soigner. Mais il m'a gardé. Il pensait que moi, j'allais mourir. Je suis resté 6 mois. On m'avait retiré le passeport. Non, pas 6 mois. On m'avait retiré le passeport en décembre. C'était en 5 décembre. Je devais passer les fêtes de fin d'année avec ma famille, donc aller aux États-Unis et ensuite descendre à Paris, en France. Et on m'a gardé donc, écoutez, on m'a gardé donc le 5 décembre jusqu'au jusqu'au 14 avril. 14 avril parce que c'était un samedi saint, la veille de Pâques. C'est là où j'ai eu justement un entretien, un long entretien avec Sassou, qui va durer plus de 3 heures. Les gens ont spéculé que je suis sorti là avec l'Ingiri et tout. Mais un chef d'État qui te reçoit, vous restez 15 minutes, c'est déjà beaucoup. 1 heure, c'est trop même. Je suis resté avec lui 3 heures. Donc imaginez, nous discutons. Vous voyez comment moi je parle. Je n'ai pas la langue dans ma poche, comme on dit. Vous comprenez? Je suis quelqu'un qui sait se défendre. J'avais l'habitude de tutoyer Sassou et on ne mettait que 2. Parce que Sassou n'aime pas quand nous sommes ensemble qu'il y ait d'autres témoins. Parce qu'il sait très bien, je replique et ça ne plaît pas aux autres. Je replique toujours, je replique. C'est la chance que j'ai eue parce que dès le départ, quand je l'ai connu, il m'a dit de le tutoyer et de le considérer comme le grand frère. Mais le grand frère, on discute. Petit frère, grand frère, on discute. Mais si le grand frère fait mal, tu te retires. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de subir ce que le grand frère te fait. Ce n'est pas pour rien que parfois dans les familles, les gens se divisent. Donc vous n'allez pas me coller Sassou toute ma vie, alors que c'est quelqu'un que j'ai désavoué par rapport à sa pratique, par rapport à sa façon de faire. Ah oui, il faut le dire.
Oui, Et mais maître, je vous ai démontré également pour l'Issouba. Je vous ai démontré parce qu'il était ma soutenant de terre. Et d'ailleurs, je vous montre ce que j'avais. mais là, maître, on va avancer parce que là, si vous revenez Oui, 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 on là-dessus, avance. et si je réplique, on va encore repartir en arrière. On a bien compris votre démarche, maître. Hein? Bon, c'est ça. On va avancer. Oui, On sait très bien que, bon, ben écoute, voilà, vous avez dit à Sassou Nguesso j'ai tout le mal que vous pensez retrouvé. de lui, alors on va vous croire de toutes les façons. Hein? Non, de toute façon, je le dis, je ne reviens jamais en arrière. Voilà les deux documents que je voulais vous montrer pour vous prouver que ce que je dis, j'ai toujours les documents. Ce truc-là, cette copie-là, je ne sais pas si vous pouvez lire, ça, c'est le chèque que m'avait donné Augustin Poignet lorsque j'avais soutenu ma thèse. C'est un chèque signé du 25 février 1986. J'ai soutenu ma thèse le 4 mars 1986. Il m'a donné quelque chose. Voilà. Là, c'est l'ambassadeur du Congo à Paris, qui était Jean-Marie Ewenge, hein, qui est le président du comité de sages du Congo maintenant, qui est à Oyo. C'est l'oncle Assaf. Hein. Il était ambassadeur. Il a fait, lui, un chèque de 1000 francs à l'époque. Poignet, c'était 500, vous voyez. Ce sont des documents, on ne parle pas en l'air. C'est comme lorsque Sassou Mboulou me donne les 20 000 euros. J'ai signé une décharge. La décharge est là-bas. J'ai dit non, non. Mboulou vous donne 20 000 euros, pourquoi? Parce que justement, quand on m'a empêché de venir me faire soigner, il s'est écoulé, comme je vous ai dit, 4 mois et demi. Bon, j'ai perdu mon billet. Il fallait rembourser le billet. Il fallait mes soins et tout. Donc, c'est normal. Et d'ailleurs, c'était un droit, puisqu'en tant que corps constitué, à tous les corps constitués, quand ils vont se faire soigner, c'est entre 30 000 et 100 000 qu'on leur donne. Ce n'était même pas suffisant. Vous vous renseignez. Tous les corps constitués qui viennent là pour les soins, ils ont entre 30 000 et 100 000. Et moi, on me donne 20 000. Juste, j'estime que cet argent qu'on m'a donné, c'est pour d'abord mon billet et pour les soins, puisque le passeport, c'est eux qui ont pris ça en charge. Je suis allé récupérer mon passeport chez nous directement. Ça a été fait en quelques minutes. Parce que quand on m'avait ravi le passeport, et finalement, le passeport, là, il ne restait plus que 3 ou 4 mois. Ils ont dit non, 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 on t'a changé de passeport. OK. Maître, je vais rebondir sur une dimension. Vous avez dit, vous avez eu du poison dans votre corps et que vous avez en attenté à votre vie par empoisonnement à 2 fois de suite. Je voudrais quand même poser cette question-ci parce que, comme notre émission le dit, perspective et prospective, c'est-à-dire des pratiques au centre de l'activité politique au Congo-Brazzaville qui a érigé la mort comme un concept quand même dans la circularité de ce pouvoir-là. Alors, je voulais vous poser cette question. À quelle hauteur, à quel niveau pensez-vous que la mort soit inscrite dans la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Mais la mort est inscrite. Des opposants, des gens qui les empêchent à tourner en rond. Non, mais la mort est inscrite depuis son arrivée au pouvoir. Il faut éliminer tous ceux qui peuvent l'empêcher justement de continuer sa dictature ou de continuer à s'imposer sur les Congolais. C'est tout à fait normal. Je vous donne également un exemple d'une personne que j'ai citée dans mon ouvrage, qui, comme l'expression qu'utilise souvent Hervé Zebouski, qui est pratiquement sorti des écrans, c'est quand même le grand officier Paul Motte. Paul Motte a été empoisonné. C'est grâce à moi qu'il a pu s'en sortir. Sur place, il m'appelle. Bon, moi, j'ai connu Paul Motte au cours d'une mission. Nous étions à Genève, il était ministre de l'Intérieur, il allait défendre quelque chose. Et nous aussi, au niveau de la commission, je partais. Mais quand il s'est trouvé mal, c'est son instinct. Alors que moi, je n'étais pas encore empoisonné.
il n'y avait pas encore l'affaire de Ntsuru. Parce que nous, on a été plus ou moins victimes de cette affaire de Ntsuru. Maître Malonga et moi. Vous comprenez? Maître Malonga, il a laissé sa vie. Hein? Il est sous terre. Paul Mbot, il est en vie. Il est quelque part dans le monde. Hein? Mais il vous le dira. C'est moi qui l'ai sauvé. Il est tiré d'affaire. Parce qu'il fallait qu'il prenne d'abord l'antidote. Aussitôt. Donc, à partir de ce moment, il a pu s'en sortir. Et ça, je vous le dis, c'est peut-être quelque chose qui va vous émouvoir. C'est que je dis aux gens, non, quand vous ne connaissez pas la réalité, ce n'est pas la peine de la coordonner. Parce que s'il y a quelqu'un qui subit dans ce pouvoir ou qui a subi, c'est moi. Oui, parce que dans ma chair, vous parlez d'empoisonnement, certes, il y a tentative d'enlèvement et d'assassinat. À toi le prix, ce n'est pas tout le monde. Et tu t'en sors. Tu fais 13 jours dans la savane et les forêts du Poul pour t'en sortir. Et tu arrives dans la partie. Je ne savais pas que quand tu sortais la frontière pour arriver de l'autre côté à Lozi, c'était encore un grand trajet. Vous comprenez? Et tout ça, il fallait le faire. Bon. Donc, les Congolais comprendront, ou il faut faire comprendre aux Congolais que le système politique au Congo-Brazzaville n'a qu'une fonction, dans l'incarnation de ces institutions. De toutes les façons, la fonction, c'est, n'est-ce pas, prendre soin d'une seule personne et de sa clique, M. Denis Sassou Nguesso, et puis tout le monde qui se autour de lui. Parce qu'une gouvernance, par principe et philosophiquement parlant, c'est le service public. C'est-à-dire, tout ce qu'un État doit faire, c'est pour le service public. Or, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, c'est pour la protection d'un seul individu. Et que c'est tout à fait normal. La fois passée, vous l'avez dit également, qu'il faudra quand même que cet ordre s'arrête un jour et que beaucoup d'entre nous aussi pensent à la renaissance et que cette renaissance, une fois qu'elle sera accomplie, pourra, n'est-ce pas, réinstaller un État, une société normale. Une société normale. Alors, on va vers la fin de notre émission, Maître. Bon, on n'a pas suffisamment parlé de votre lecture de la mascarade d'élections législatives qui vient de se passer. Quel est votre regard là-dessus? Hein, le PCT a raflé 111, la majorité absolue à l'Assemblée. Comment qualifierez-vous l'Assemblée nationale au Congo-Brazzaville, Maître? Non, je vous avais déjà dit, pour moi, ce n'est pas un événement. Sassou, ça, c'est les faire valoir, hein? Mettre des institutions en place qui ne fonctionnent pas. Les institutions, c'est lui-même. Sassou, à lui tout seul, il est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, pour moi, ce n'est pas un événement. Il met son... Écoutez, il se fourre partout. Vous voyez l'exemple que je venais de vous donner sur son fils qui a fait octroyer un passeport à une personne qui n'a même pas la nationalité congolaise, qui serait sa fiancée. Moi, j'en parle. Demain, je parlerai de ça au cours d'une émission à la radio. Mais sincèrement, je me dis non, il n'y a rien. L'État congolais n'existe pas, il n'y a pas de société de droit. Hein? Donc, on n'a pas à parler des élections qui ne sont pas des élections. Quand il dit, tout est proclamé, tout est déjà dit. D'ailleurs, lui-même, vous avez suivi les élections présidentielles de 2021. Je pense que c'était même dans la Pointa ou dans le Niari, où il a dit, hein, il a même dit à l'heure, bon, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Bon, il est midi. À 14h, on peut même dire à 18h, non? À 18h, c'est... Je suis déjà à 14h. Alors, tu vois? Donc, midi à 14h, ça veut dire que les gens n'ont pas voté tous, puisque l'élection, le bureau de vote ouvre à partir de 8h. Bon, 14h, ça fait 6h, alors que nous avons encore 6 heures.
jusqu'à 18h ou 19h. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, à partir de ce moment-là, comment voyez-vous, comment les Congolais, les Congolais semblent se complaire dans cette sorte de somnolence ambiante, là. Non, Une mais sorte comme s'ils étaient... La somnolence, c'est quoi? La somnolence, c'est le fait que nous n'avons pas une forte opposition. Et cette opposition, nous aussi, on ne fait pas confiance à ceux qui peuvent justement s'engager dans le véritable combat. Parce qu'aujourd'hui, le renard d'Oyo, il n'a pas tiré les leçons de la conférence nationale souveraine, hein, comme l'a fait par exemple Kérékou, qui s'est reconstruit bon, comme d'autres dictateurs, comme par exemple le Guinée-Bissau, et puis je crois que le Malgache aussi. Mais lui, non, quand il est revenu, bon, il a séduit les gens, mais il reprend la même chose. Donc, non. Mais on ne peut même pas parler d'une opposition, maître. Ce qu'on attend, c'est que c'est la population qui peut se révolter. Mais cette population est intimidée. Il faudrait que donc nos frères et sœurs de la partie nord se révoltent. Si le mouvement part de là-bas, Sassou va fuir. Mais si le mouvement part de la partie sud, Sassou va mater. C'est clair. Vous avez vu? Donc, c'est pour cela que je dis non. Ceux qui se rebellent, ceux qui se révoltent, ce sont les populations du sud. Et ces populations du sud sont fatiguées. Ils sont obligés de coopérer à leur manière. Ils sont obligés de coopérer à leur manière. Il n'y a pas une opposition. Vous avez vu, par exemple, Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Et il sait pourquoi il est mort. Parce que si en 2016, il avait bien joué le jeu, Sassou serait parti. Donc voilà le revers de la médaille. Si moi, j'avais accepté les propositions de Sassou en 2015, je serais toujours au Congo. J'aurais pu avoir ma liberté de mouvement, aller et venir, et tout en subissant des critiques, hein, comme les autres. Alors que les autres qui ont fait pire, qui ont fait ce que moi je n'ai pas fait, on ne les critique pas. C'est là l'aberration. Il ne faut pas détourner la population des faits réels. Parce que justement, les réseaux sociaux ont pu distraire les gens et ont renforcé Sassou dans ses convictions. On a lu tout à l'heure le plan Mwebara. Lorsqu'il dit il faut éviter que les gens ne sortent pour qu'ils ne constituent une forte opposition à l'extérieur. Parce que justement, c'est l'extérieur qui peut affaiblir Sassou. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que nous faisons? Ce sont les égos. C'est le matu vu. Les gens vont dans tous les sens. On a inventé des pasteurs qui racontent n'importe quoi, des gens qui se disent un tel et tout, qui se présentent dans toutes les postures. Mais vous pensez que Sassou, il s'en fout. Mais Sassou ne s'en fout pas de ce que je fais. Je vous donne l'exemple. Vous avez appris qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre moi. Dans la bande passante de la télévision nationale, le mandat d'arrêt était affiché. Oui, d'accord, mais pour quelle raison, maître? Un mandat d'arrêt international? Mais justement, quel acte vous avez posé pour qu'on vous recherche dans le monde? Soi-disant détention des armes et munitions de guerre. Donc, voilà, c'est toujours le même mobile. Hein, le même mobile. Parce que je vous assure, je vous avais dit la dernière fois, si on m'avait attrapé, quand ils sont venus à Mayanga, ils avaient 2 caisses. Je ne savais pas le contenu de ces caisses. Mais je suppose que soit c'est les caisses où il y avait des armes ou des munitions. Mais si on m'avait attrapé là-bas, on allait dire effectivement, oui, effectivement, on vient de l'avoir, et il détenait chez lui à Mayanga des armes. Et ça constitue un mobile. Parce que vous avez vu même ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait contre au commissariat, c'est pareil, les armes. Bon, ce qu'on a fait contre Moukoukou, c'est pareil. Ce qu'on a fait contre celui qui vient de mourir, Albert Ouniangé. Mais lui, heureusement d'ailleurs, il avait tout filmé. Après, ils ont laissé tomber. Sinon, c'était le même mobile. Mais là, on l'a eu avec le poison. C'est clair. Hein? Vous pensez que Mwamba Clément, le Premier ministre, qui est décédé également, on dit affublé du Covid, quelle lecture vous avez de
d'un Premier ministre comme ça qui décède? Est-il mort de sa mort naturelle? Mais vous savez, quand Sassou veut se débarrasser de quelqu'un, pour qu'il n'aille pas se reposer, qu'il parle, il l'élimine, il le fait disparaître. C'est comme ça, c'est sa stratégie. Il n'aime pas les témoins. Il n'aime pas les témoins. Vous avez entendu ce que j'ai dit sur le plan Mouebara. Il précise bien. Donc c'est important. C'est la stratégie de l'homme. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec lui. Il n'y a que la population qui va le déposer. Mais la population, la révolte doit partir des localités du Nord. Tout le monde se plaint, mais les gens ne bougent pas. Regardez, on a arrêté un jeune qui ne fait que revendiquer ses droits dans la Likwala. Mais la Likwala, c'est la plus forte région, la région la plus importante, hein, c'est l'étendue. La Likwala, c'est 2 fois la région pratiquement du Niari. C'est 3 fois la Lekoum. C'est 3 fois et demi la Bwenza. C'est 1 fois et demi le Poul. Oui, c'est la plus grande région du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la géographie du Congo, faux. Parce que c'est pour ça que je reproche même à certains jeunes, avant de parler du Congo, essayez de connaître votre histoire, votre géographie. Vous ne connaissez même pas les cours d'eau qu'il y a au Congo. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Mais vous voulez faire la politique. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'imbécile de Kiki Christelle connaît l'histoire du pays. Il connaît même la géographie du Congo. Il connaît les localités du pays. C'est la première des choses à faire. Tu ne veux pas chercher à gouverner un pays sans connaître sa géographie et son histoire. Mais, maître, dans ce que vous venez de dire là, c'est très important. Avez-vous seulement entendu parler du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, qui préconise évidemment une sorte de pédagogie auprès de la population pour se soulever en se basant sur les textes dont vous avez parlé là? Oui, mais justement, le soulèvement, il est recommandé. Le soulèvement est recommandé pour une simple raison, c'est la déclaration des droits de l'homme qui le dit. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Moi, je l'ai prôné dans mon premier ouvrage, je l'ai prôné dans mon deuxième ouvrage, et je continue de le prôner dans le dernier et dans tous mes articles, dans mes publications et dans ma thèse. Parce que c'est un droit fondamental. Moi, j'ai fait un exposé à une colloque sur violence et droits de l'homme. Oui, mais dans les droits de l'homme, il y a la violence. Pourquoi il y a la violence? Parce qu'il y a les devoirs. Il y a les droits et les devoirs. Les devoirs sont les obligations. Ceux qui vous dirigent, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont censés diriger la population, doivent faire de telle sorte qu'ils respectent leurs obligations. La forfaiture de Sassou est établie depuis longtemps. Sassou, c'est un homme-président. C'est un homme-président. Déjà, le principe le plus important d'un président, c'est l'égalité entre les citoyens. Il ne respecte pas. Pourquoi je parle de la parité? C'est un monsieur qu'on ne va plus caresser. S'il tombe, si le peuple le fait tomber, ce monsieur, direct prison. Prison à vie. Prison à vie. Moi, j'ai déjà donné la sentence sur tous les plans parce qu'il a violé tout ce qu'on peut violer dans une constitution. Tout ce qu'on peut. Il a imposé aux Congolais une constitution qui n'est pas un texte. C'est un texte irrégulier qui est en contradiction avec les normes internationales. En contradiction. Mais oui, qu'il bafoue d'ailleurs. Il a écrit un texte qu'il bafoue lui-même. Et aussi, quand même, il faut que les gens le sachent. Le régime est criminogène. Il est criminogène parce que c'est inscrit dans cette constitution la possibilité qu'a le président de tuer, de violer, sans être poursuivi par aucune juridiction au niveau national ou au niveau supranational.
Donc, c'est une constitution criminogène que la communauté internationale laisse les libres cours, n'est-ce pas, tout en le recevant aussi à l'extérieur. Il y a quand même cette dimension de la chose qu'il faut relever, non, maître? Voilà. Non, mais justement, j'allais en venir. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, c'est une constitution qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, de un, tel qu'il a fait, en plus, ceux qui ont conçu cette constitution sont des imbéciles, qui m'excusent, parce qu'ils n'ont pas compris que la loi internationale, les textes internationaux sont au-dessus de la loi nationale. Dès l'instant où le Congo a ratifié un certain nombre d'instruments, dès l'instant où le Congo est partie prenante de la Cour pénale internationale, du statut de la Cour pénale internationale, parce que ceux qui sont allés signer le statut de la Cour pénale internationale, je faisais partie de la délégation. J'ai gardé l'ordre de mission signé de Sassou. Nous étions 3 responsables. Il y a, je vous le dis, ceux qui ont signé, il y avait Adata, qui était ministre de l'Affaires étrangères, il y a Pierre Nzé, qui était ministre de la Justice, et moi qui étais chargé de mission pour les questions des droits de l'homme. Nous étions en juillet 98 à Rome, ce qu'on appelle le statut de Rome. J'ai le texte intégral. Vous allez dans le site du forum www.frtdh.org. Vous allez voir dans le fond documentaire tout le texte original intégral du statut de la Cour pénale internationale, tel que nous l'avons discuté. On avait fait presque une dizaine de jours pour discuter de ça. On appelle ça une conférence plénipotentiaire. Et on a apposé la signature pour reconnaître ça. Et après, quand Mbemba est passé, Maître Mbemba est passé ministre de la Justice, il a fait ratifier. Voilà. Il a fait ratifier. Le Congo est partie prenante à la Cour pénale internationale. Donc, ça est coincé. En 98, on signe. Parce qu'on a contribué. On sortait en plus d'une guerre. Et il ne savait pas que lui-même, il allait faire pire que ce qui s'est fait en 97. Voilà pourquoi je dis non, ne dites pas n'importe quoi. Moi, je reviens sur le problème de la résistance. Comment aider la population? Parce que la population doit s'approprier certains principes. Il faut lui dire que c'est tout à fait normal que la population puisse recourir à cette violence acceptée par la communauté internationale, parce que c'est la résistance à l'oppression qui, en cas d'insuffisance de recours organisé, constitue donc la garantie suprême des droits de l'homme. Et je le dis en connaissance de cause. Pour nous, la garantie suprême, c'est la résistance. Je ne peux pas parler de droits de l'homme s'il n'y a pas à côté une résistance. Imaginez quand on était petit. Si on était petit, tu as quelqu'un qui est plus grand tout le temps, il te donne des coups de feu, des coups de feu. À un moment donné, tu vas dire, ah non, ça suffit, je vais aller chercher un peu plus grand que toi. Ou bien, tu vas lui prendre des pierres pour lui caillasser. Tu comprends? Ça, oui, on a joué ce jeu. D'où sur le plan de la rhétorique, maître aussi, hein, sur le plan de la rhétorique, vous venez de le dire là, mais vous l'avez prononcé, j'allais rebondir là-dessus, c'est l'usage des concepts comme opposition, par exemple. L'opposition n'a pas de sens dans un tel régime. Il faut plutôt parler en termes de résistance au point où nous en sommes là. Hein, on a dit qu'il n'y a pas un juste milieu là, parce que l'opposition, ce serait accepter, n'est-ce pas, les institutions que l'on sait de quelle nature elles sont. Donc, opposition, c'est un peu l'opposition choisie comme Denis Sassou Nguesso. Il y a un chef de l'opposition qui est choisi par Sassou et pas par les gens de l'opposition en tant que tel. Vous avez compris pourquoi Sassou, il a donné un statut à une opposition. C'est Satima Biala qui parle, que vous deviez inviter. Il faut qu'il vienne me contredire. Hein? Satima Biala, j'en parle dans mon ouvrage. Hein? On va le contacter, ne vous en faites pas. Bon. Alors, donc, c'est pour montrer tout simplement, il ne viendra pas il viendra pas. S'il vient, il faut nous opposer. Hein? Il faut inviter, il y a un invité. Alors, on discute. Parce que vous savez, les gens ne sont pas courageux. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Le droit le plus absolu. C'est tout. Donc, je pense que c'est le devoir le plus indispensable pour l'opposition
d'amener la population à une résistance. Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile à défaut d'autres recours. Quiconque entreprendrait, dirais-je, de diriger avec d'exercer le pouvoir d'une manière tyrannique. Et c'est que ça souffrait. Il a repris le pouvoir par un coup d'État. Il se maintient par un coup d'État. Il fait ceci par un coup d'État. Donc, il est de notre devoir moral et citoyen d'appeler à la résistance et à la mise en accusation de Sassou Nguesso et de son gouvernement en raison des crimes commis et à raison de cette situation qu'il met la population. L'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, c'est la violation la plus grande, la violation. Oui, maître, sincèrement, merci de nous avoir donné ces éclairages. C'est fort apprécié. Je pense que nos auditeurs qui prennent le temps d'écouter cela, parce que c'est très important. C'est très important d'aller en profondeur des choses plutôt que dans la superficialité des choses. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie également tous ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé parce que c'est très intéressant. La méconnaissance des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie et la méconnaissance des faits conduisent également à la désinformation, au mensonge et au maintien d'une situation de terreur. Alors, si on vous informe, vous pouvez vous délivrer. Voilà. Très bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, maître. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci, mon cher Jean.